Bonsoir et merci de nous retrouver dans votre rendez-vous de la semaine Info 7, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Le rendez-vous de cette semaine a le plaisir de recevoir pour vous une fois de plus Patrick Eyalé, qui est polémiste. C'est une figure que vous connaissez déjà, mesdames et messieurs. Avec lui, nous allons aborder l'actualité de la semaine qui reste dominée par le dossier Jean-Marc Kabound à Kabound. A-t-il démissionné? Va-t-il démissionner? Qu'est-ce qui se passe? Madame, Messieurs, nous allons analyser ce dossier au cours de votre rendez-vous de la semaine. Mais également, nous reviendrons sur les dossiers Chinchard, communément appelés l'Impiodi. Le ministre de l'économie s'est prononcé. La population également s'est prononcée. Qu'est-ce qui se passe? Madame, Messieurs, les détails dans votre magazine. Nous reviendrons également sur la sortie médiatique du FPI, mais également celle de l'OVD. Et pour en parler, je le disais tantôt, Patrick Eyalé, qui est déjà sur ces plateaux, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Noëlla. Bienvenue. Merci. Comme c'est janvier, le début de l'année, vous permettrez que je vous présente mes voeux. Merci pareillement. Ainsi qu'au promoteur de la chaîne, M. Gabriel Chabani, et ainsi qu'au cordon, M. Gilbert Chabani. Gilbert Biladi. Gilbert Biladi. Voilà, merci beaucoup. Patrick Eyalé, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes réduit au silence. La population s'inquiète. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il devient, le polémiste? Non, il y a plusieurs canaux de communication. Si je ne suis pas à la télé, ceux qui sont amis avec moi sur Twitter et Facebook ont l'habitude de me lire régulièrement. Je ne sèche jamais le débat parce que mes opinions sont dictées par ce que je crois être vrai et juste et par le bon sens et la raison. Donc je suis libre de mes opinions et de mes convictions. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, le 16 janvier 2022, cela fait exactement 21 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, le feu Mosé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, la RDC a commémoré le 21e anniversaire de son assassinat. Qu'est-ce que vous gardez de cet ancien chef d'État? J'ai deux images, je dirais, contrastes du personnage Mosé Kabila. Autant le personnage m'est fasciné parce que il avait une verve oratoire assez spéciale, que j'appréciais. Il avait le sens de la formule. D'ailleurs, une de ses formules est restée célèbre, ne jamais trahir le Congo. Ah, c'est resté gravé dans la mémoire des Congolais. C'est resté gravé. Et autant aussi, il m'a laissé un peu, je dirais, amer. Comment ça? Parce que le lourd héritage qu'il nous a laissé avec l'AFDEL qui est l'ancêtre du FCC. L'ancêtre du FCC? Oui, le FCC tire sa ramification de l'AFDEL, lequel AFDEL nous a, et d'ailleurs lui-même heureusement l'a dit, que c'était un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Je ne comprends pas une idée que le concerné qui l'avait porté a fini par régner, mais il y a des gens qui se glosent, qui se gargarisent en étant fiers, en bombant le torse, alors que Mosé lui-même de son vivant a reconnu que l'AFDEL était quelque chose de malfaisant. D'ailleurs, la preuve est que c'est l'une de, je ne sais pas si on a vu ça autre part de le monde, on a eu un général, chef d'état-major étranger. Ça, c'est le fruit de l'AFDEL. Mais ça a commencé depuis très longtemps. Je vous dis, c'est l'héritage de l'AFDEL. Quand je vois encore ce qui se passe à l'Est avec toutes les guerres, mais c'est l'héritage de l'AFDEL. Mais Dieu merci, Mosé de son vivant a renié son propre fils, l'AFDEL, en disant tout le mal qu'il pensait de cette association, ce conglomérat qui aujourd'hui ne cesse d'endeuiller le pays. Patrick Eyalé, est-ce que comme certains Congolais, vous regrettez le départ de Mosé Laurent Désiré Kabila? Bon, je vois parfois les gens comparer
les différents présidents. Chaque président a eu à gérer le pays dans un contexte particulier. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais Mouzé était un dictateur qui a géré ce pays sous une dictature. Il avait concentré tous les pouvoirs. Il avait suspendu les partis politiques. Était-ce mauvais? Je me dirais, quand je vois certains événements qui se passent, je dis que ce n'était pas totalement mauvais de sa part. D'ailleurs, le contexte de l'époque l'avait amené, l'avait conduit à ces genres de décisions, c'est-à-dire suspendre les partis politiques, concentrer les pouvoirs, parce que n'oubliez pas que Mouzé n'est pas venu par une élection, il est venu à travers un putsch. Depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, la population s'attendrait à la réouverture du procès de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais jusqu'aujourd'hui rien n'est fait. Il y a même les activistes de droits de l'homme qui demandent et exigent la réouverture de ce procès. Où est-ce que ça bloque? Non, nous avons une population assez, je dirais... Les gens ont demandé la réouverture du procès Chibéa. Le procès a été rouvert. Combien de gens s'intéressent encore à ça? Les gens ont demandé la réouverture du procès de Rossi Mukendi. Le procès a eu lieu, il y a condamnation. Combien de gens se préoccupent encore de ça? Non, les mêmes gens qui demandent l'ouverture d'un tel procès, quand les procès, si d'aventure, on rouvre les procès, les gens vont dire que non, ce n'est pas une priorité. Et je pense aussi, à mon humble avis, qu'il y a ces cicatrices qu'il ne faille pas ouvrir. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais avant de renfermer cette parenthèse de Mouzé, je pense, j'ai vu aujourd'hui des gens aller se recueillir sur le mausolée, faire incultation d'hommage. Mais je pense que le plus bel hommage qu'on a fait à Mouzé... Edith Kapende également était là. J'ai aucun commentaire sur ça. Le plus bel hommage qu'on a fait à Mouzé, c'est de faire renaître Kanyamaka Sese. C'est le plus bel hommage. Avant de prendre le premier dossier de cette rétrospective de la semaine, vous avez évoqué le cas du dossier de Chebea, les procès Chebea. Aujourd'hui, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, devra se présenter devant la cour. Les Congolais se posent la question, par quel mécanisme Joseph Kabila va se présenter devant cette cour? Je pense que juridiquement, cela sera difficile. L'ex-président est protégé par des lois de cette République. Je ne vois pas par quel mécanisme il peut ainsi être, je dirais être cité dans un procès et comparaître. Je ne vois pas le mécanisme juridique permettant cela. Merci, mesdames, messieurs. L'affaire Chinchard, communément appelée Mpiodi, dans la capitale de la République démocratique du Congo, fait encore parler pour plus d'un Congolais. Les Quinoises et Quinois se sont prononcés, mais également les ministres de l'économie. Vous retrouvez cela dans cette première partie de votre magazine. Il y a des gens de mauvaise foi, il faut le savoir. Mais le stock est là. Nous avons dit que nous devons respecter la chaîne de distribution. Donc, importateurs, distributeurs et détaillants. Et nous sommes en train de respecter ça. Ce n'est pas au gouvernement d'aller déposer la marchandise au niveau des détaillants. Donc, il y a une chaîne de distribution que nous devons respecter et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons opté pour la diversification de l'économie et nous devons atteindre cet objectif-là. L'achat des bateaux de pêche, c'est une finalité. C'est une finalité. C'est tout un processus. Donc, il faut une étude, planifier, organiser pour que nous puissions atteindre des résultats. Il ne faut pas faire des choses en précipitation. Mais maintenant, là, quel était l'objectif du gouvernement? L'objectif du gouvernement, c'était de stabiliser le marché intérieur. Le ministre de l'économie a constaté qu'il y avait exagération des prix sur les marchés et il fallait réguler. Il fallait réguler. J'ai fait le tour
j'ai constaté que les valeurs CIF que les commerçants étaient en train de nous brandir, c'était des valeurs CIF minorées. Pour un produit, je prends l'exemple de la Namibie, qui coûte 1000 $, la valeur CIF, et il déclare à 200 $. Le premier service de l'État qui prend en charge l'arrivée des marchandises, c'est la DGDA. La DGDA impose 10% de la valeur CIF. Donc, si c'est à 1000 $, c'est que vous devez 100 $ à la DGDA. Mais lorsque vous déclarez 200 $ au lieu de 1000 $, là où l'État devait gagner 100 $, l'État gagne 20 $. Et c'est cela la pratique. Et je fais les rapports au niveau du gouvernement pour que nous puissions améliorer cette situation. Cristalliser les valeurs CIF qui sont minorées et les quantités qu'on importe qui sont minorées. C'est ça notre combat. 54 000 francs congolais la rame des poissons 20+, 40 000 francs congolais celle de 18+, et 38 000 francs la rame de 16+. Les poissons surgelés, communément appelés mpiodi, n'ont jamais baissé de prix au marché du camp Fungula. Ici, ils ont mais des prix, ils ont ma casse. Net rame à 20+, tous sont à 54 000. Facture n'a pas na kola kisa 54 000 nini. Rame to kanto. Rame 54 000. Bon, nini 18+, 40 000. 16+, bâti 38 000. Bon, ici, ils ont commaté. Biloko eza omata basusu eza komata biloko eza yango ya kokitata ba 18+ toteka 1 kg 5500 20+ toteka 1 kg 7000 awa tosomba carton ba 73 $75 et mususu ko tosombi na ba 73 wana 20 kg. Ces vendeuses ignorent jusqu'à ces jours le point de vente de poissons commandé par le gouvernement de la République. Makamba l'État wana kutu eza ngomba lokuta. Neti toza mona na tevo biloko kiti kilo ambisi eza na 2000 francs. Totikali koteka ambisi 2000 francs. Totikali koteka pe ata kilo ambisi na 5000 te po moya koteka ngo ezate. Mais oya gouvernement toyebisi ka ba tekela ngoti. Cette cliente n'est pas du tout d'accord avec la vendeuse. Elle parle d'une escroquerie. Ici est de noter que même les cuisses et autres poulets, le prix reste toujours inquiétant. Quelques Kinois interrogés dans les rues de Kinshasa se félicitent des résultats du sondage réalisé par Eco-Opinion, classant Congo Web Télévision, troisième média de télévision de la capitale, avec 65%. Pour l'Eco-Opinion, ce qu'ils ont fait comme sondage, je suis parfaitement d'accord avec ça. Congo Web est presque suivi partout. Hein. Vous ne pouvez pas dire le contraire de Congo Web aujourd'hui. Juste l'impression de joie, tout en étant téléspectateur de la chaîne en question. Félicitations Congo Web. Voir une chaîne qui descend dans les banlieues, qui cherche les informations à la source. Donc c'est vraiment une chaîne à apprécier. Na ba chaîne na bino ndenge elaksaka d'abord elaksaka propre ezala na ba émission moko ya classe et puis ba journaliste non plus bazalaka ya classe. On a reconnu d'abord Congo Web, mais si cela ne dépendait que de moi, j'aurais souhaité que Congo Web soit premier par rapport à ces différentes émissions qu'il organise et la suivi même que Congo Web, les abonnés et des gens qui suivent Congo Web. Moi j'aurais souhaité la place de Congo Web pourrait être première. Mais comme c'est un choix que par rapport au sondage, bon, on ne peut pas peut-être les imposer, mais moi je pense que Congo Web pouvait mériter mieux encore. Ces Kinois parviennent à citer quelques émissions de la télé haute définition. Même les informations, vous verrez que les enquêtes sociales, table ronde, tout comme ça. L'enquête sociale. Donc c'est vraiment une émission fort et bien. Nalanda Souba journal Nabino. Et puis, le journal n'a pas bien. Aussi, tribune de réflexion. Oyo, Pasteur Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale à Nimakawana. On doit sentir des fois téléphone ouvert en face d'un peuple. Notons que depuis sa création, la télévision de Chabani Record a toujours gardé son cap dans plusieurs sondages malgré cette diversité de médias télé à Kinshasa.
Patrick Eyalé, votre réaction à chaud, Éco-Opinion, place Congo Web Télévision, en troisième position, devant les anciennes chaînes que nous avons connues dans la capitale de la République démocratique du Congo. Par rapport à son travail, donc Congo Web Télévision garde les caps. Votre réaction à chaud? Cela ne me surprend pas. D'abord, je félicite le promoteur, mais cela ne me surprend pas. Congo Web a toujours été une grande école. Congo Web a produit... a vu passer des journalistes de renom. Je n'aimerais pas citer parce que j'en oublierai sûrement d'autres et ça fera du jaloux. Mais c'est une référence. C'est une référence. Il y a des émissions qui ont fait école, comme cette émission, qui a vu se succéder des présentateurs et présentatrices de talent. Ils sont partis, mais l'émission continue son bonhomme de chemin. Cela montre à suffisance la qualité de la chaîne. Voilà, parlons à présent de Chinchard. Vous avez suivi les réactions de la population et les propos du ministre de l'économie. Finalement, on se pose la question, qui dit vrai? Le ministre de l'économie affirme que les Chinchards sont disponibles, mais la population dit qu'elle n'a jamais vu ça. Ces femmes que nous avions interviewées. J'ai suivi le ministre. Et j'ai suivi les tenanciers. En fait, je suis partagé. Autant quand j'écoute le ministre, je lui accorde la présomption de bonne foi, la présomption d'une personne ayant bien fait les choses. Ayant bien fait les choses. J'ai dit la présomption. Mais il y a un contraste avec ce que vous nous avez produit dans le reportage, où les tenanciers disent ne pas avoir ces Chinchards au prix dit par le ministre. Mais je vais d'abord revenir sur les propos du ministre. Allez-y. Moi, je salue la volonté du ministre de faire appliquer le juste prix. Il faut que les choses soient au-delà de toutes les polémiques. Moi, je m'inscris en tant que consommateur. En tant que citoyen congolais, consommateur, je consomme l'impiodi. Il n'y a pas que l'impiodi que j'aimerais voir leur prix être réajusté à la baisse. En tant que consommateur, en tant que citoyen, je dois saluer cela. Et c'est l'un des rares ministres du secteur qui ose prendre les taureaux par les cornes en voulant faire appliquer le juste prix. Mais maintenant, la question qu'il faille se poser, est-ce que les moyens qu'il a utilisés pour arriver à ces fins sont je dirais, les meilleurs? Dès lors que la RDC a des richesses, on a des poissons par-ci, par-là, dans différentes provinces, est-ce que fallait-il vraiment, permettez cette question, fallait-il vraiment faire recours à un autre pays pour avoir ces Chinchards? Je n'aimerais pas ici verser dans le populisme. Non, mais répondez, on ne vous demande pas de verser dans les populismes. Tout justement, parce que cette réflexion, je l'ai beaucoup lue, je l'ai beaucoup entendue. Les poissons ne sont pas nés de nos fleuves ou de nos eaux il y a 2-3 ans. Je suis même surpris d'entendre ça de la bouche des personnes qui nous ont dirigés pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ils ne nous ont pas laissé même une pirogue pour aller pêcher ces poissons à Maluku. Mais ils ont l'outrecuidance de placer un mot. Non, raison gardée, il faut parfois que certaines personnes s'interdisent de donner des avis. Surtout ceux qui ont été aux affaires pendant 20 ans et qui ont été incapables de léguer au pays une pirogue pendant qu'ils ont construit une société avec l'argent de l'État. Et quelle société? Ils ont doté ces sociétés des bateaux. Et lesquels bateaux va s'approvisionner? Parler de régal? Va s'approvisionner en Namibie. À un moment, il faut qu'on arrête de nous prendre, nous les enfants des bons dieux, pour des zigotos. Maintenant, pour revenir au ministre, j'ai entendu le ministre dire que les projets d'acquisition des bateaux étaient un projet à long terme et qu'ils y travaillaient. C'est bien. Mais je reviens pour dire, est-ce que c'était la meilleure des solutions que d'aller négocier dans les termes dans lesquels il a négocié avec la Namibie pour les Chinchards? Une durée jusqu'au 31 décembre. Délai qui a été fort clos. Et selon ce qu'on aurait appris, le gouvernement namibien dit
que, vu que ce délai du 31 décembre est fort clos, vous avez, quand je dis vous, le gouvernement, perdu votre mise. Je ne confirme pas, c'est ce que j'ai appris dans les différentes sources qui m'ont fait parvenir cette information. Donc je me questionne pour savoir si, je dirais, l'optique prise par le ministre de l'économie était la bonne. D'autant plus que les POD qui l'auraient ramené, je dis qu'il l'aurait, parce que visiblement... Vous-même, vous n'avez pas encore vu ça? Contrairement aux personnes qui se promènent dans les plateaux avec je dirais les produits alimentaires, moi je laisse le soir ma femme d'aller au marché. Et je n'ai pas pour habitude de questionner à madame le losombi mbongi combien, le losombi. Et puis, permettez-moi. Ça va faire quand même à peu près 25 ans que je suis responsable. Depuis près de 25 ans, depuis Mobutu, les prix ne font que galoper. Les prix des divers biens de consommation. C'est partout, hein, à travers la RDC. Non, permettez-moi d'abord de finir mon idée. En une minute, parce qu'on doit évoluer. Je disais que les prix ne font que galoper. Aucun gouvernement successif de Mobutu à Mouzé, à Joseph et aujourd'hui à Félix n'a pu résoudre ce problème de maintenir... Vous savez, quand vous allez à Brazza, ça fait longtemps que je suis allé, mais les rares fois que j'allais à Brazza, le prix du pain ne bougeait pas. Le prix, la course de taxi ne bougeait pas. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont réussi. Ce qui n'est pas le cas chez nous à RDC. Ils ont réussi à stabiliser cela. Nous, moi je parle... Qu'est-ce qui manque au pays pour stabiliser le prix sur le marché? Et tout justement, si je reviens encore sur ce que j'ai décrié de la gestion passée, qui a légué un pays, je ne sais pas si je pourrai en revenir, dans un état comateux, à 2 pas de la déconfiture, mais qui se donne le luxe de donner avis. Pourquoi on n'arrive pas à stabiliser les prix? Parce que on importe tout. Merci on importe tout. On n'a pas d'usine. Vous imaginez qu'on importe même des choses qu'on est à mesure de produire ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'usine. Parce qu'on n'a pas créé... Mais on a l'impression que le problème n'est pas résolu, même avec le régime Tshisekedi. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Le problème n'est pas résolu, mais penser que ce genre de problème peut être résolu en 3 ans, c'est vraiment se dire qu'on est dans Alice au pays des merveilles. Madame, Monsieur, prenons à présent le deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. On se retrouve juste après. Au cours de ce point de presse, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie reste catégorique sur un prétendu détournement de fonds de construction des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbujimayi. Il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Avec preuve à l'appui, le patron du FPI précise également que dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, son agence a bien accompli ses tâches. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Mbujimayi, pour exécuter des travaux précis. Au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 800 000 $ pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Mbujimayi, c'est à peu près 3,7 millions. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3,17 millions.
Sur les 14 millions de dollars américains disponibilisés, seuls 3,17 millions ont été décaissés, précise Jean-Claude Kalenda, qui appelle les politiques à attendre la fin de travaux avant d'engager des débats. C'est un prêt du gouvernement auprès de Foner que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi? Parce que le Foner ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès de Foner qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec les Foner, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donné. Pour Tchilégelou, c'est 1 500 000 $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou, le montant, c'est 138 millions de $. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais le remboursement se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très, disons, chargé par les remboursements. Donc, voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilégelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK à Kalebi. Il faudra que les gens comprennent ces modes de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ce circuit qui peut voler de l'argent, c'est CREC 7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème, parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base de facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État le Premier ministre Sama Lukonde et des ministres responsables des différents secteurs de développement. Précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu l'occasion de présenter la matrice du projet. Et les collègues qui sont membres de ce comité ont donné les premières réactions. Et c'est une réunion qui va se poursuivre très rapidement pour que dans les jours qui viennent, nous puissions commencer effectivement le travail sur terrain de manière plus engagée. Le ministre qui a le pilotage de ce programme de développement à la base, c'est le ministre d'État au Plan. Évidemment, le ministre du Plan, le ministre d'État au développement rural, qui est lui aussi, qui s'occupe des questions de développement des provinces ou des entités à l'intérieur du pays, mais aussi les collègues du secteur ECOFIN, l'aménagement du territoire, la santé et évidemment le ministre de l'Intérieur et puis la communication, parce qu'il est aussi question de s'assurer que le Congolais comprenne ce que c'est la vision du président de la République à travers ces projets qui visent les développements à la base. Ça veut dire que nous suivons la population là où elle est pour lui apporter des solutions.
les fonds sont disponibles. Il y a une provision au niveau du budget. Je ne pourrai pas vous donner les montants tout de suite. Je vous les donnerai après la prochaine réunion. Et nous avons reçu, vous vous souvenez, des droits des tirages spéciaux qui nous ont permis d'avoir des réserves de change. Et donc nous avons un budget d'à peu près, si je dois le citer, d'à peu près 450 millions qui pourra très vite être mis pour permettre de commencer la concrétisation de cette vision du président de la République. Le ministre Patrick Mouyaya a rassuré que la prochaine réunion consistera à la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les orientations du chef de l'État et grâce au travail harmonisé par la commission gouvernementale, les représentants de chaque territoire, les administrateurs et les gouverneurs de province. Patrick Eyalé, vous l'aviez dit ici, vous l'avez dénoncé, les prix ne font que galoper en République démocratique du Congo. On nous signale également la hausse du prix de carburant dans le Maniema. Peut-on dire que le ministre n'a pas la maîtrise de son secteur ou quoi? Parce que depuis qu'il est là, les Warriors sont là, c'est pas la première fois qu'on signale la hausse du prix de carburant en province. Non, du tout. D'abord, j'aimerais fixer l'opinion parce que on nous a parlé du prix qui était 15 000 francs, 13 000 francs. Le ministre... C'est pas vrai? C'est pas vrai. Le ministre... Ça combien alors? Les prix à Maniema sont passés de 3 500 à 7 500. Ah, c'est dans le double? Le double, contrairement à l'information qui était répondue. Alors comment peut-on expliquer cette situation? Permettez. D'abord, il faut que les gens sachent que les prix n'ont pas pris cet ascenseur-là. Il y a eu... Mais même le double, c'est déjà un problème. Permettez. Le Maniema est approvisionné via Kisangani. Et Kisangani, le bateau qui contenait le carburant, a eu un retard. Mais tout ceci est dû à quoi? Tout ceci est dû au fait que notre Société nationale d'hydrocarbures, la Somaïdroc, le gouvernement de Warrior, le ministre des hydrocarbures, a trouvé une société qui ne possédait même pas du carburant propre. Ah, la société de la Somaïdroc était morte. Donc, un peu pour reprendre l'expression. Le chef de l'État avait raison de dire qu'il n'y a rien dans ce pays. La société était morte. Le travail qui est en train d'être fait, c'est de redonner de la vie à cette société, de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Parce que là, nous sommes à la merci des compagnies privées qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent à tout moment occasionner ce genre de choses. Donc, c'est des problèmes structurels. C'est des problèmes qui ne se règlent pas conjoncturellement. Il faut que la population souffre d'attendre que les initiatives qui sont en train d'être prises portent leurs fruits. Et croyez-moi, madame, dans ce secteur que je connais assez bien, les initiatives sont en train d'être mises en place. D'ailleurs... Et ça prendra combien de temps? Parce que la population peine. Non, attendez, par exemple... Et surtout qu'on n'a pas les moyens et puis la population... Par exemple, on est en train de mettre une société nationale de pipeline. Dans cette pipeline, le transport souterrain des produits pétroliers. Ce n'est pas quelque chose qui se fera en un claquement de doigts. Mais vous allez faire ça quand? Parce que les mandats est presque à la fin. La dernière année électorale. Non, tout justement. L'erreur, c'est de croire que M. Félix et le gouvernement sont là rien que pour le besoin électoral, de faire les choses de l'immédiateté pour satisfaire l'électorat. Non, il y a... M. Tshisekedi, ce gouvernement passera, mais il y a des choses qu'ils auront entrepris, qui restera et qui devra profiter aux Congolais. Exactement. Madame, il y a des travaux. Moi, par exemple, j'ai vu en France, on parle de Paris 2080. Mais ce n'est pas les gouvernements qui sont en place. Mais on a un problème de la continuité de la chose publique au Congo. Mais non, il faut que cette mauvaise habitude cesse. Il faut que... Tenez, je vous ai parlé de Kanyamaka CC. Ce n'est pas un projet porté par le président actuel. C'est un projet qu'il a trouvé. Le projet n'était même pas de son prédécesseur. Le projet était de musée. Mais il a trouvé que c'était un projet viable. Il a remis ça sur le train. Et aujourd'hui, ça porte de fruits. Ce gouvernement pourra commencer si le ministre actuel des hydrocarbures et ce gouvernement vont au bout de ce projet.
tant mieux. Mais s'ils ne vont pas au bout de ce projet, le prochain gouvernement, le prochain ministre trouvera sur sa table des projets déjà élaborés et peut-être déjà... Mais même le gouvernement qui est arrivé à trouver des projets sur la table. Est-ce que le gouvernement est en train d'exécuter ces autres projets? Si, il y a des gouvernements... Certains projets souffrent. Il y a des gouvernements que... Non, il y a des projets que ce gouvernement a trouvés sur la table, qui sont en train de pérenniser, mais il y a d'autres projets qui n'étaient pas viables, qu'on met au placard. C'est comme ça, parce qu'il faut que les choses aillent dans le sens de la vision du chef de l'État. Dossier FPI, on en parle. Vous l'avez certainement suivi de près. Quelle est votre analyse de cette situation? Une fois de plus, je réalise que nous sommes entrés dans une sphère où l'infox, la manipulation a plus de crédit, a plus de valeur, a plus de prépondérance. Il y a eu manipulation et qui a manipulé? En vérité des faits. Qui a manipulé? Mais quand vous écoutez l'explication du DG de la FPI, vous vous rendrez bien compte que tout ce qu'on a eu à entendre précédemment était un tissu, un ramassis de manipulation. Le comble, c'est que les personnes qui ont eu à pérorer, à vociférer autour de ça, ils n'ont pas la décence. Alors que certains, j'ai vu, ils ont participé à ce point de presse, ils n'ont pas la décence de venir rectifier les tirs. Non, ils préfèrent laisser la fausse information faire son chemin. Et qu'est-ce qui rassure que le FPI a dit la vérité? Mais madame, il faut à un moment, je sais qu'on est assoiffés, nous les Congolais, de tout ce qui est scandale, de tout ce qui est scandaleux. Les Congolais sont assoiffés de tout ce qui est scandale. C'est notre nourriture. On se nourrit de ça. Quand on vous dit, on vous explique, on vous présente des faits, et que derrière ces faits, vous mettez une loupe, et vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose à vous mettre sous la dent pour critiquer, le Congolais a des démangeaisons. Mais s'il y a quelqu'un qui a des faits différents, je parle des faits, je ne parle pas de supputation, je ne parle pas d'un monsieur qui se met devant son micro, qui commence à raconter sa vie en criant, je ne sais pas pourquoi, en disant qu'on a volé. Les faits sont là. Ok, nous avons vu le conseiller du président de la République qui est cité dans ce dossier. La question que la population se pose, est-ce que c'est la présidence qui doit faire exécuter des projets? Une fois de plus, je vous ai dit, madame, moi j'ai suivi. La présidence n'est pas là pour faire exécuter, et le DG l'a si bien dit. Le conseiller Bilomba, qui malheureusement a péché par sa communication, parce que je n'ai pas du tout goûté à cette communication, que j'ai trouvé d'une arrogance inouïe. Mais là, c'est la forme. Mais sur le fond, ce n'est pas lui qui est exécutant. Il est là pour faire le suivi. Il est là pour faire le suivi. Et dans la ligne, il n'intervient pas. Il n'intervient pas, ça a été dit. Projet Chile Gelou. Mais ici, on nous a fait croire que M. Marcelin Bilomba, on lui aurait remis 14 millions, qu'il avait mis ça dans, je ne sais pas moi, sa sacoche, il se gagne derrière avec ça. Mais il y a de ces gens qui racontent des histoires. Je me demande parfois s'ils sont dans un état d'hallucination. D'hallucination. Heureusement. Vous pensez qu'il y a des personnes qui en veulent à Marcelin Bilomba lorsqu'il a fait ces affirmations? Non. Des gens, non, c'est pas qu'ils en veulent à Marcelin Bilomba. Il y a des gens qui sont, je dirais, des croque-morts, qui sont à la recherche des scandales. Pas simplement sur M. Marcelin Bilomba. En fait, parce que ça profiterait à qui, ces scandales? C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce pour les communicateurs, des personnes qui ont l'intention de se présenter en 2023. Merci, prenons parce que madame, qu'on soit, en fait, c'est des bonnes guerres d'ailleurs, parce que même l'UDPS a eu à jouer ce jeu, et ils ont beau jeu que de continuer à faire ce que l'UDPS a fait, c'est-à-dire faire la politique du croque-mort. Et là où est-ce que vous mettez le peuple congolais? Il faut demander aux personnes, il faut demander maintenant aux personnes, aux croque-morts. Donc vous êtes en train de dire à la population de ne pas croire aux politiciens? Non, vous ne me suivez pas bien. Non, mais je reviens sur ce sujet. J'ai dit ceci. Il y a des bruits qui ont laissé croire qu'il y a des détournements. J'ai dit les Congolais friands des scandales, on s'est accaparé de ce sujet.
Mais on n'a pas pris soin d'écouter l'autre version. Laquelle version rétablit les faits. Parce que une bonne partie, je dirais pas une bonne partie, une partie des personnes qui consomment l'information sont friands des scandales. Et cela arrange ce dont j'ai qualifié des croque-morts, les communicateurs, des personnes qui visent le strapotin du président de la République en 2023. C'est leur fonds de commerce. On ne peut pas leur Patrick Eyalé, le dossier OVD, l'IGF avait affirmé qu'il y avait des tournements dans le projet Chile-Gelou, mais le directeur général de l'OVD, signé persiste qu'il n'y a pas de détournement. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que l'IGF, ça c'est ce que soutient plusieurs Congolais, que l'IGF est sentimental? Est-ce que là il y a une preuve lorsque l'IGF est contredit par l'OVD? L'IGF n'est pas, je dirais, une instance judiciaire. Non. L'IGF veille à ce que les finances publiques, c'est-à-dire l'argent de l'État qui sort pour une raison ou pour une autre, soit, je dirais, utilisé en... Voilà, je vais utiliser une expression de droit, que ceux qui reçoivent cet argent l'utilisent en bon père de famille. C'est cela le travail de l'IGF. C'est l'IGF, en tant que, je dirais, policier. Vous savez, le policier est là aussi pour provenir. Il peut provenir d'un, je dirais, d'une présomption de malgérance. Mais ce n'est pas approuvé parce que ce n'est pas à lui, à l'IGF, d'approuver qu'il y a eu malgérance. C'est à la justice. C'est à la justice. Mais l'IGF a bon droit d'avoir de suspicions. Il revient à la structure, à l'entité sur qui pèse une suspicion de malgérance, de brandir le preuve. Comme l'a fait l'OVD. Comme l'a fait l'OVD. S'il n'y a rien à redire, tant mieux. Mais si, in fine, on s'aperçoit qu'il y a des zones d'ombre, mais c'est à la justice maintenant de se saisir. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier qui nous amène dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de la situation sécuritaire. Il est connu sous le nom d'Eli Chokalo Isaka. Ce féticheur est l'un des cofondateurs de la milice Kadeko. Il a été capturé avec 6 autres miliciens. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Cette arrestation fait suite à une opération musclée menée par le soldat loyaliste Awada, l'un des bastions de cette milice localisée en territoire de Djougou. C'est lui que l'on a surnommé le savant, appelle ses camarades à déposer les armes. Vice-porte-parole Ngadja, porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants et pasteurs Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix. À ce jour, plusieurs miliciens à Djougou, FPIC et terroristes ADF sont soit arrêtés, soit neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent en Ituri. Les résultats sont de plus en plus probants. Ces hommes et femmes sont des ex-otages des ADF libérés par l'armée loyaliste. Occasion pour la société civile locale de remercier les autorités provinciales. Ils ont été entre les mains des ADF. Ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant 2 mois. Et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je voudrais remercier les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Le chef coutumier de Walese Mvunkutu village, dont sont issus
Ses ex-otages témoignent également sa gratitude. Ile yote iko watu ya Walese Vankutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, ninazani son excellence, siwezi kufanya kurepete shukran na kazi yenye FARDC nafanya. Ninazani pale sina neno mingi ya kusema. Dans les zones déjà conquises en territoire d'Irumu, les FARDC maintiennent leur présence pour la consolidation de la sécurité. Patrick Eyalé, procès Rossi Mukendi, l'activiste pro-démocratie qui a été assassiné lors d'une marche organisée par le CLC, si je ne me trompe pas, avec l'ancien régime de Joseph Kabila Kabange. Le verdict est déjà connu, il y a eu condamnation. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec satisfaction, mais une question m'a tout de suite traversé l'esprit. Laquelle? Je me suis posé la question, qu'est-ce qui avait valu à cette femme qui était major d'être promue par l'ancien chef de Kabila, Karim Seke, au grade de lieutenant-colonel? Mais c'est parce qu'elle faisait bien son travail. Quel est cet acte de bravoure que cette femme avait commise pour être honorée de la sorte, alors que tout indiquait qu'elle était l'auteur du meurtre de Rossi? Je me suis toujours posé cette question. Qu'on ne la condamne pas, c'était une chose. Mais qu'on l'élève en grade, au lendemain de l'assassinat de Rossi, cela a été une insulte. C'était une insulte. Cette condamnation, je pense que cela a réparé cette insulte. Est-ce que vous pensez que par cet acte-là, l'ancien président de la RDC était complice? Je ne veux pas ici m'attirer les foudres de la kabidolâtrie, mais je répète, le fait que l'on ait décoré cette femme et qu'on l'ait élevée en dignité était une insulte pour tous les Congolais. Peut-on dire qu'aujourd'hui, l'âme de Rossi Mukendi repose en paix après ce verdict? L'âme de Rossi ne reposera pas en paix. Comment ça? Alors que tout le monde attendait ce verdict. Le verdict a eu lieu, je m'en félicite, mais l'âme de Rossi ne reposera pas en paix, parce que le Congo n'a pas encore totalement gagné. Patrick, nous rendons-nous dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi, il y a eu un féticheur qui est tombé dans les filets des forces de la République démocratique du Congo et des otages libérés qui ont été présentés aux autorités de la République démocratique du Congo. Je rappelle que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce sont des exploits de l'armée congolaise dans cette partie sous état de siège. Est-ce que vous croyez que dans le quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi, la paix sera rétablie dans ce coin de la République démocratique du Congo? Je viens de vous dire tantôt ici que les Congolais étaient des croque-morts. Les Congolais étaient friands des scandales et il y avait des croque-morts spécialisés pour leur offrir ça. Vous verrez, observez bien que ces croque-morts ne parlent jamais de ce genre de choses. Eux, ils sont là pour dire... Lorsqu'il y a tuerie et c'est tout le monde qui s'exprime. Voilà. Mais ce genre d'informations, les Congolais qui sont friands des scandales ne s'arrêtent pas sur ça. Les vecteurs d'information qui sont devenus des croque-morts et des maîtres chanteurs n'en parlent pas. Vous faites bien d'en parler. Le silence de la population de l'Est de la RDC. Nous avions suivi à un moment la population crier, la société civile montait au créneau, mais depuis un temps, on n'a pas ce genre de réaction. Peut-on aujourd'hui dire que les résultats de l'état de siège sont palpables et la population dort en paix et se réveille? Non, dire que la paix est revenue à cette partie du pays sera un peu surfait. Mais je pense que la population de l'Est est en train d'observer et je pense de se donner
une idée fixe sur le but poursuivi par l'état de siège et cette mutualisation. Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Ils sont sûrement en train de voir les résultats. Contrairement à une vague de campagne de manipulation qui a été faite, mais je pense que les bénéficiaires sont en train d'apprécier à leur juste valeur les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement. Est-ce que la RDC avait besoin de l'aide de l'armée ougandaise pour mettre fin à l'insécurité dans ce coin? Si cette mutualisation apporte des résultats, cette question ne vaut pas la peine d'être posée. Si cette mutualisation permet le rétablissement de la paix, cette question ne vaut pas sa place. Je reviens à ma question posée d'entrée de jeu ici. Croyez-vous que d'ici la fin du quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi, la paix sera totalement rétablie dans ce coin? Parce que nous l'avions suivi, le président de la République l'a dit, il va se sentir que son mandat a réussi que lorsqu'il va rétablir la paix dans les deux provinces. J'aurais aimé avoir des boules de cristal pour lire l'avenir. Mais malheureusement, je n'ai pas les boules de cristal. J'espère pour le président que la paix, même, je dirais pas totale, mais je dirais de façon progressive, ça sera quelque chose qui, je dirais, ça sera quelque chose qui pèsera favorablement dans son bilan. Cela va de soi. Cela va de soi. Mais je pense, à mon humble avis, que dire que d'ici la fin de quinquennat, qu'il y aura une paix totale à l'est du pays, même si je n'ai pas les boules de cristal, je peux m'avancer pour dire que c'est un pari que je ne prends pas. Parce que cette guerre a beaucoup de ramifications. Beaucoup de ramifications. Vous savez, on ne parle que des mines. Il n'y a pas que les mines. Il y a quoi d'autre? Il y a une déforestation qui est en train de se faire au profit de pays dont vous n'avez pas l'idée. C'est-à-dire, quand je parle de déforestation, qu'on transforme en charbon et qu'on ramène dans des pays comme le Soudan, comme la Somalie. Donc, il y a des enjeux économiques forts. Ce n'est pas simplement une guerre, je dirais, des minerais comme on nous laisse entendre. Il y a aussi, vous avez vu, un volet spirituel, un volet mystico-spirituel. Parce que les ADF, en réalité c'est comme ce mouvement islamique de Daesh, c'est-à-dire ils prônent pour un État islamique. Donc ils veulent islamiser la contrée. Donc ce n'est pas une guerre conventionnelle et les enjeux sont multiformes. Mais vous avez parlé de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'Ouganda subit aussi depuis un bon moment des menaces de la part de ses ADF. Donc il a bon droit de vouloir aussi mettre fin à ce mouvement qui est un mouvement mystico-religieux, je ne sais pas quel terme je peux utiliser encore, rebelle. Certains élus du coin, notamment également certains Congolais observateurs, estiment que l'état de siège a été prorogé plusieurs fois. Il est temps pour la République démocratique du Congo, le régime Tshisekedi, de recadrer le tir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réactions? Ils auraient proposé une alternative, on aurait discuté de cette alternative. Il n'y a pas d'alternative qu'ils proposent. La seule alternative pour eux, c'est de vouloir que l'état de siège prenne fin. Mais si l'état de siège produit des résultats, visiblement, ce qui est le cas, pourquoi cela gêne certains? Pourquoi cela gênerait certains activistes et certains politiciens? Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de l'affaire Kabound et la garde présidentielle, mais également il y a le secrétaire général du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, qui s'était rendu au mausolée. Nous sommes dans la commune de Lantsele.
Commune de Lancélé, plus précisément au mausolée de feu Étienne Tshisekedi, il est à peine 17 h alors que l'escorte des Mwanabouté fait son apparition. À quelques jours de la commémoration de la date de la mort du docteur Étienne Tshisekedi, le secrétaire général du parti présidentiel vient se rassurer du fonctionnement normal du groupe électrogène de 30 kV pour lequel il avait financé l'entretien, mais aussi vient-il remplacer les drapeaux du parti et du pays aux alentours du mausolée, histoire de toujours garder ces sites propres et viables. Vous avez constaté aussi avec tout le monde qui m'accompagne que l'État dans lequel se trouvaient les drapeaux du parti, ce n'était pas vraiment présentable. En tant que responsable, j'étais obligé de venir remplacer les nouveaux drapeaux par les vieux drapeaux qui étaient déjà usés. C'est seulement ça. Et puis regarder aussi la situation des groupes électrogènes qui étaient en panne, faire réparer ça, comme on s'achemine encore petit à petit vers la date du 1er février. Tout de même, c'est un bel animal politique et par respect aux hommes des médias que Augustin Kabouya a répondu avec tact à la préoccupation relative au sens à donner à l'expression Mboka Ekoufa qui s'est traduit par le pays est mort, extrait du discours du chef de l'État Félix Tshisekedi tenu à Tchumbe lors de sa tournée dans les Kasaï. Les chefs de l'État disent la vérité. Ils sont conscients. Hors micro, ils reconnaissent ça. Mais comme les gens sont très malhonnêtes, ils ne veulent pas reconnaître cette réalité-là. Moi, je n'aime pas vraiment plonger dans cette médiocrité-là. En âme et conscience, les gens savent très bien que la situation de notre pays était très chaotique. Et le chef de l'État a trouvé le pays dans un trou, pas par terre, mais dans un trou. Et si vous voulez bien regarder, toutes les agitations sont menées par ceux qui ont mis ce pays dans les trous. Et j'ai vu même certains qui font les tours des chaînes de télévision avec les vivres, les sachets de sucre, les boîtes de lait en train de jeter des fleurs sur la personne de Joseph Kabila. Bon, moi, je dis, je ne sais pas si les mêmes personnes peuvent aller rencontrer la famille de Rossi Mukendi, Floribert Chebeya et tant d'autres à ce qui concerne la violation des droits de l'homme, s'ils peuvent développer les mêmes discours. C'est aux environs des 19 h que les surnommés AK-47 et les siens ont quitté les mausolées. Tout est parti de cette altercation. Nous sommes sur l'avenue Congo-Japon, ex-poids lourd. Cet élément de la garde républicaine est brutalisé par quelques éléments de la police nationale congolaise que d'aucuns identifient à la garde rapprochée du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ces agents vont alors procéder au désarmement et à l'arrestation de cet élément de la garde républicaine se trouvant à bord de la voiture. Menacez, je filme tout. Bon, menacez, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Réponse du berger à la bergère. Dans la soirée, des éléments de la garde républicaine effectuent une descente musclée à la résidence de Jean-Marc Kabunda Kabound, une forme d'expédition punitive qui va aboutir à un saccage de la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Et ça, c'est la salle des sports. C'est le président du parti au pouvoir. Le président du parti au pouvoir. Ça, c'est son bureau à la maison. Donc, c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tout saccagé. Quelques minutes après, tout sourire, Jean-Marc Kabunda Kabound revient à sa résidence, accompagné de quelques jeunes chantants à sa gloire. Pour Jeko Beya, président de l'ASBL Vision Fachi, l'acte posé par la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound s'apparente à l'outrage au chef de l'État. Mutu mokote azali na droit ya kosimba ba garde ya président. Ça veut dire que ceux qui osimbi ba garde ya président, osimbi président. Cet événement a été largement filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Patrick Yalé, quel est le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez vu cet incident malheureux entre la garde de Jean-Marc Kabunda Kabound et la garde présidentielle?
je ne vous cacherai pas que j'étais stupéfait. D'abord, on va commencer par les débuts. On a dénoncé cela. Le fait que certaines personnes revêtues, je ne sais de quelle qualité, ne respectent pas le code de la route. La plupart, ce sont des personnalités congolaises. Cela ne leur exempte pas du respect du code de la route. Malgré l'appel qui a été, donc l'appel du président de la République qui recadrait les choses, ils n'ont pas tenu compte de ces propos. Mais, ceci étant dit, ces personnes qui ont l'habitude de violer le code de la route, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est le résultat. Mais la question qu'il faut qu'on se pose. Avant de continuer, Patrick, excusez-moi, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'elle ne roulait pas. La personne qui était à bord de ce véhicule n'était pas dans le sens contraire. Non, permettez-moi, je ne pense pas aussi que les personnes qui sont, les policiers qui sont allés, je dirais... s'attaquer à la garde. Voilà, je ne pense pas qu'ils l'ont fait par un coup de tête. Non, ils ont sûrement constaté qu'il y avait quelque chose d'illégal. Voilà pourquoi... Mais est-ce que c'est la garde qui conduisait ou c'est le chauffeur? Vous savez, moi je n'aime pas subodorer sur des choses dont je n'ai pas la pleine connaissance des faits. Mais si on s'arrête à ce que l'on a vu, il n'est pas acceptable que des policiers, fussent-ils commis à la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale, on arrive à vouloir désarmer. Désarmer. À amener même cette garde-là. D'abord, je commence par désarmer. Un homme en uniforme commis à la garde présidentielle. C'est un abus inexplicable. Cet incident pouvait créer, je dirais, une espèce de rébellion de la part de compagnons d'armes de ce militaire. L'acte commis par ces policiers est un abus inqualifiable. Que cela soit dit, entendu et compris comme tel. Maintenant, on nous montre des images de la maison de M. Kabound. Avant de parler de ces images, est-ce que la garde présidentielle devrait réagir de cette façon? D'abord, madame, nulle part dans ces images, on voit la garde républicaine. Moi, j'aime parler sur des faits. J'aime parler sur des faits. On nous a montré la maison de M. Kabound qui a été saccagée. Pas d'abord de la maison, mais le fait que la garde soit partie chez M. Kabound. Vous avez vu ces images montrant la garde républicaine? Oui, entrant dans la parcelle de M. Kabound. Les images, vous les avez? Ça circule, oui. Moi, je n'ai pas vu ces images. Moi, je n'ai pas vu ces images. Mais faisons foi à ce que vous dites. S'il s'avère que la garde républicaine a fait une exposition punitive, encore là, c'est un abus. C'est un abus. Ça ne correspond pas à un état de droit. En tout cas, on se rapproche plus d'un état de non-droit. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se faire justice. Quel que soit le motif, ils n'ont pas ce droit de se faire justice. Que cela soit dit, entendu et compris comme tel. Revenons maintenant sur ces sabotages dans la maison de celui qui était, bon, je sais pas, premier vice-président de l'Assemblée nationale ou quoi, je sais pas, de Jean-Marc Kabound à Kabound. On nous a sorti les images extérieures, mais pas les images de l'intérieur.
Alors, au regard de cet acte-là que certaines personnes attribuent à la garde présidentielle, selon vous, parce que vous l'aviez aussi dit, vous n'avez pas vu ces images où la garde présidentielle posait ces actes, qui peut avoir fait ce sabotage? La difficulté dans ce sujet, c'est que nous sommes dans les supputations. Parce que les faits ne sont pas, je dirais, suffisamment étayés et suffisamment univoques. Parce qu'on n'a pas tous les éléments du puzzle. On n'a pas tous les éléments du puzzle. Mais, moi j'ai la nette impression, qu'au-delà des images que l'on voit, au-delà des images qu'on nous a fait parvenir, il y a des choses que l'on n'a pas perçues. Ceci, je pense, est au fait une goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Vous en avez l'idée? Je précède la question que je suppose que vous allez me poser sur la démission qui s'en est suivie. On va en parler, mais restons d'abord sur le fait. Restons d'abord sur les faits. Les deux faits sont liés. Parce que pour moi, la démission procède du fait qu'on aurait saccagé la maison de M. Kabound. Voyez-vous. Mais, comme nous sommes dans les supputations, qui ne nous dit pas que les images qu'on a vues sont peut-être un montage? C'est une supputation. Si ce n'est pas un montage, si ces images s'avèrent vraies, j'ai dit tout à l'heure, sans équivoque, que je condamnais cet acte parce qu'il ne revient pas à la garde républicaine de se faire justice. Mais c'est des choses qui sont arrivées, je ne dirais pas que je comprends, mais dans les pays, dans nos pays africains, et plus particulièrement dans le contexte congolais, c'est des choses dans lesquelles on peut dire que nous sommes habitués. Mais maintenant. Et pourquoi quelqu'un aurait fait ça? Pourquoi on a fait ça? On a saccagé cette maison. Non, si on s'en tient... Si nous restons sur cette... Si on s'en tient au fait, si on s'en tient au fait, je vous ai dit, les compagnons d'armes du militaire qu'on a désarmé ont vu ça comme un affront. Je suis dans l'optique qu'ils se sont déplacés réellement et ont fait cette tambouille-là. Mais c'est compréhensible. Je ne dis pas que c'est normal. Ça serait compréhensible que ces compagnons d'armes estiment qu'ils devraient venger l'honneur, leur honneur, qui a été bafoué, qui a été mis à terre. Je vous répète que nous sommes dans une supputation des faits. Voilà, prenons d'abord ce dossier et nous allons continuer avec le dossier Jean-Marc Kabounda. Madame, Messieurs, retrouvez les différentes réactions après la démission, si je peux dire démission de Jean-Marc Kabounda. Il y a eu plusieurs réactions, mais également la réaction de Jean-Marc Kabounda lui-même. C'est un véritable faubourg des combattants qui a eu le domicile ces jours, devant l'emblématique siège du parti au pouvoir, surnommé Temple de la démocratie. Tous au rythme d'un ras-le-bol, ce sont plutôt des murs de la clôture qui servent des canaux de transmission du message des combattants saisis de colère. Combattants unis. Oh, pas ça. Kabounda comme millionnaire. À l'académie, la gare, on est voté comme un tanga. On m'a Par-ci soutien à la garde républicaine, sur cette autre banderole, c'est l'actuel président haï du parti qui devient indésirable. Dans la foulée, c'est la force du progrès de l'UDPS qui dit prendre la décision d'arrêter avec tout ce qui s'apparente au clientélisme. Nous ne pouvons pas plier que c'est au prix du sang et des sacrifices énormes que ce pouvoir a été conclu. 3 ans durant lesquels nous avons accepté de faire équipe avec nos propres
adversaires ayant pour seul but le développement de notre grand et cher pays, la RDC, car l'intérêt du peuple congolais doit primer au-dessus de nos divergences. Aujourd'hui, nous, la force du progrès, avons pris la ferme décision de cesser de supporter ce qui semblait presque normal. D'autres fois, l'opacité, le clientélisme, le conflit d'intérêts, tout ce qui relève de la corruption ordinaire presque impalpable. À noter que c'est jusqu'après la nouvelle annonçant la démission de Jean-Marc Kabunda Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale que de nombreux sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont décidé de désavouer celui qui est jusqu'ici président haï du parti présidentiel. Le comportement qu'a affiché la garde rapprochée à nous, en tant que la jeunesse de ce parti, la partie, l'une des personnes qui est seul leader, le président du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis Ozali le président de la République. Et puis, dans le cadre de la famille présidentielle, alors, ce qui demande à vous à démissionner dans l'Assemblée nationale, la partie dont des avoués, Je remercie Bino Makasi parce que Moninga Malam Kuza Oyo, Amona Kanatangwa Mawa. Bino Boé Kumona Kanatangwa Mawa. En tout cas, je suis fier de vous. Mais Baoyo va planifier Oyo Tiko Sali, mais pas Nangao. La banzi parfois que peut-être Bazali Kosepel. Na Baoyo va planifier, Baoyo Nyoso Bazan Kosepel. Joana Bango, les affaires. Je suis convaincu. Je suis convaincu, très convaincu que Essengona Bango les a poussé. Amen. Donc, Nandenge Bosengingai, sincèrement, Boti Kangana Numwata Mouke, n'a réfléchi, n'a pas répondre. Nazoyebi sabino lelo. Nazoyebi sabino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya ba minéraux na Katanga. Et la société moko na Katanga. Excellence. Amis téléspectateurs. Mbongwe bimi etamoli na kata ba politicien. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botu na o demi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste. Au kota ma minéraux. Bakino nde ba yebite biso to vana na Lubumbashi to yebike ozana ba carrière minière okota pe makamba ba mine ba china pe ba lesi ba pesi mbongo na minito bazali ko sande nini balingi basala front moko contre chef de l'état babundi safachi c'est-à-dire ba ko se liguer bo mona ba politicien belé ba ko se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bo mona premier ministre a sa démission. Jean-Marc Kabunda Kabound a démissionné. Il a annoncé via son compte Twitter une décision que certaines personnes contredisent. Mais lorsque nous avons suivi cette vidéo, entendre parler Jean-Marc Kabunda Kabound, est-ce que vous êtes sûr que c'est un compte qui a été piraté comme le fait savoir ses proches? Non, son compte ne peut pas être piraté parce que c'est un compte certifié. Si on essaie de décortiquer ce qui s'est passé, je vais ouvrir une parenthèse. La plupart des cadres de l'UDPS font une course à la témérité, à l'opiniâtreté. C'est-à-dire c'est chacun veut montrer que c'est le plus opiniâtre, que c'est le plus téméraire et même le plus vindicatif. Alors que l'un des livres le plus lus nous renseigne qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être téméraire, il y a un temps pour être opiniâtre, il y a un temps pour être vindicatif, mais il y a un temps pour savoir arrondir les angles, pour être circonspect, pour faire preuve de retenue, pour faire preuve de sagesse. Je referme la parenthèse.
et vous verrez que cette parenthèse a un lien avec la question que vous m'avez posée. Allez-y. Je pense que M. Kabonde a pris cette décision par un coup de tête. M. Kabonde, qui a résolument marqué ce quinquennat. Moi, je ne suis pas une girouette. J'entends parfois des gens, le matin, il encense telle personne, il loue ses bravoures, à midi, c'est plus le cas, le soir, donc il change d'opinion sur les sujets, sur les gens, comme on changerait de sous-vêtements, vous m'excuserez. Moi, je ne pratique pas cette pirouette-là. Je pense que M. Kabonde, vous m'excuserez, je pense que M. Kabonde a joué un rôle important. Mais j'ai la nette impression que, et généralement c'est ça, il a été mal conseillé. Il a été mal conseillé. Il a été mal conseillé. Il a pris la résolution de démissionner dans un coup de tête. Il doit alors s'assumer. Vous faites bien de le dire. Moi, j'ai fait une tribune. J'ai donné mon avis. Pour moi, M. Kabonde devrait assumer le tweet. Soit il assume, il démissionne. Le reste, à savoir s'il va continuer à être loyal par rapport au chef de l'État ou s'il veut faire son chemin, je ne sais pas, mais je pense que s'il veut sortir grand, il devrait s'assumer. Mais s'il veut se rebiffer, il serait de bonne loi que solennellement qu'il présente ses excuses au chef de l'État, parce qu'il n'est pas premier vice-président par son propre chef. Le croire et le faire croire, c'est une erreur. Et lorsqu'il a été désigné pour occuper cette place, c'est qu'il a joui de la confiance du chef de l'État. Avant de démissionner d'une fonction qui vous a été, je dirais, confiée par le chef, la primeur, vous devrez, si vous sentez que vous n'êtes plus en mesure, pour les raisons que vous avez évoquées, d'occuper cette fonction, la primeur aurait été de réserver cela au chef de l'État. Cela n'a pas été fait. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Il y a des réactions qui sont tombées juste après cette décision, notamment Maïs Tchibango, vous l'aviez suivi. Il est en train de révéler que Jean-Marc Kabonde est dans un plan contre le président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il est impliqué dans des minéraux avec des Chinois et il veut exécuter un plan. Autour d'un chef de l'État, aujourd'hui comme hier, comme dans un passé lointain, il y a toujours eu des clans et des groupes d'intérêt. Je me rappelle du temps de Mobutu, il y avait les clans des Métis, avec les Kengo, les Seti, les Bemba, il y avait les Ngwanti, généralement c'était dans l'armée, il y avait la famille biologique de Mobutu, représentée par son oncle Zemanga, il y avait aussi la famille de Bobila Dawa, représentée par, je crois, M. Fronti. Et tous ces clans-là sont très déchirés. Et ça a été... Mais ça, c'est un régime qui veut être exemplaire. Non, permettez-moi d'en venir. Ça a toujours fonctionné comme ça, en Afrique, particulièrement au Congo. Aucun président ne viendra qui sera exempté de ces pesanteurs. Aucun. Qu'on ne nous trompe pas et qu'on ne se trompe pas. Même le prédécesseur n'était pas exempté de cela. Mais maintenant, Kabonde a des ennemis extérieurs, tout comme intérieurs. Et la plupart de ces ennemis extérieurs sont ceux-là qui ont félicité son courage, sa bravoure quand il a annoncé sa démission. J'ai fait une tribune pour le rappeler
cette fable de La Fontaine du renard et du corbeau, où le corbeau est en train de vanter la beauté, non, où le renard vantait la beauté du corbeau, c'est avec un but de le faire déchoir. Permettez. Patrick, on est presque à la fin de ce magazine, quand même continuer. J'allais en venir. Il s'est formé aujourd'hui de pôles de pouvoir, de pôles de centres d'intérêt. Kabound en est un des plus prépondérants. Il est de bonne loi et de bonne guerre que ceux qui ont eu maille à partir avec Kabound, ou ceux qui veulent remplacer le calife pour devenir calife, sortent des dossiers. Mais il faudrait que nous qui sommes observateurs, de bonne foi, que nous prenions du recul pour analyser tous les dossiers qui sont en train de sortir et qui vont sortir. Prenons d'abord ce dossier-là de l'affaire des pneus. Il y a eu quand même des compatriotes congolais qui sont sortis du silence. Ils auraient même saisi la justice. Cela n'est pas une preuve que le président Haï de l'UDPS ne se comporte pas bien dans l'opinion congolaise? Le président Jean-Marc Kabound, comme je le disais, il a beaucoup de qualités. Mais parfois, certaines qualités deviennent nos faiblesses. Monsieur Kabound est quelqu'un d'impétueux. Ça servit. Il y a certaines personnes qui disent qu'il veut se comporter comme un vice-président. Ça servit dans certaines circonstances. Mais dans d'autres circonstances, cela s'est révélé être une faiblesse. Pour preuve, il a demandé ou il a tweeté sous le fait de la colère, par impétuosité. Voyez-vous. Et même quand, pour revenir à votre question, ils ont joint les policiers de trouver les pneus des gens, c'est de l'impétuosité. Est-ce que c'est son rôle? Ben, quand je dis que c'est de l'impétuosité, ça répond à votre question. Ça répond à votre question. C'est-à-dire, Monsieur Jean-Marc Kabound, je ne vais cesser de le dire, je ne suis pas ici, je ne fais pas partie de cette race de personnes qui aiment s'attaquer à un homme à terre. Non. Je continuerai à reconnaître les valeurs de bravoure de M. Jean-Marc Kabound dont il a fait montre. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que défaire le FCC était une mince affaire. Mais en homme d'État, dans la stature qui est devenue sienne, celui de premier vice-président de l'Assemblée nationale, celui de coordonnateur attitré de la plateforme USEN, il devrait s'interdire certains traits de caractère liés à sa personne, entre autres l'impétuosité. Après que Jean-Marc Kabound ait pris cette décision, si aujourd'hui il décidait de revenir ou de rester dans l'UDPS, doit-il toujours bénéficier de la confiance du président de la République? Et ce sera votre mot de la fin. Il appartient au président de la République. Il appartient au président de la République de juger de cela. Mais moi j'estime et je pense que M. Jean-Marc Kabound devrait présenter des excuses solennelles auprès du chef de l'État. La décision de rester ou de partir, je pense, ne lui appartient plus. Cette décision appartient désormais au chef de l'État à qui Jean-Marc Kabound doit des explications. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de la semaine, Madame, Messieurs. Patrick Eyalé, c'était votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté de passer dans ce numéro de Info 7, le polémiste. Je vous remercie. Merci à vous, Madame, Messieurs, de votre fidélité à Congo Web Télévision. Nous l'avions toujours dit, Info 7, votre magazine, Info 7, le magazine de Congo Web Télévision, Info 7, notre magazine. Restez fidèles à Congo Web Télévision. Au revoir et à la prochaine.